Bonsoir à tous, bienvenue, bonjour chers auditeurs, et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre émission consacrée aux sports insolites, diffusée directement sur Twitch. Ce soir, c'est Léo, et à mes côtés, comme d'habitude, Damien. Salut Léo, salut à tous. Salut. Eh bien, cher ami Damien, ce soir, on est de nouveau là pour un nouveau sport insolite en rapport toujours avec les Jeux Olympiques. Alors, pour le coup, ce soir, c'est un de tes sports. D'ailleurs, tu enchaîneras avec un deuxième sport la prochaine fois, parce que je t'avais promis de rattraper le coup la dernière fois. Et donc, l'idée ce soir, c'est de parler d'un sport à roues. Alors, un sport, tu me disais insolite, mais plutôt un sport méconnu en réalité, parce que Oui, du coup, on c'est commence à le voir, et il est dans l'ombre de l'ombre, si j'ose dire, de ce qui se fait en matière de cyclisme. On va parler de deux roues, vrai. on va parler non pas du cyclisme sur route qui est sacro-saint, tout puissant Tout puissant, et effectivement. maître de la télévision, surtout en France. On va pas parler de cyclisme sur piste ou de mountain bike ou de cyclisme. J'ai plus le nom. En plein air. En plein air, ouais. De mountain C'est bike, question haute. c'est l'appellation de VTT. Voilà. VTT, exactement. Qui Merci. existe, d'ailleurs, en discipline qui existe. En VTT. Non mais exactement. Mais qui sont des disciplines sur piste, Ouais. en VTT, qui sont malheureusement dans l'ombre du sacro-saint cyclisme sur route, Tout à fait. avec évidemment le Tour de France et les grands tours, Tour d'Italie, Tour d'Espagne également. Exactement. Mais alors pour le coup, pour le cyclisme sur piste, je fais une petite parenthèse, puisque du coup, notamment dans des nations comme la Grande-Bretagne, eh bien, il est possible de trouver des retransmissions télé des grosses compétitions. Alors ça, ça peut être aussi un sport de niche. Mais dans l'ombre de l'ombre, donc dans l'ombre de tout cela, vous avez une autre épreuve qui est aux Jeux Olympiques depuis maintenant quelques années, et qui désormais est aux Jeux Olympiques depuis Tokyo dans ses deux formes principales, c'est le BMX. Exactement. Ce soir, on va parler de BMX. On vous emmène dans un monde où, au-delà d'exhibitions de prouesses athlétiques, c'est une invitation à l'harmonie avec l'aspect terrestre, parce qu'on va jouer avec le sol, on va jouer avec les obstacles, on va dire ça comme ça. Avec le béton surtout. Avec le béton en général, mais s'il existe d'autres formes de BMX, on l'expliquera un tout petit peu. Et malgré son image de sport extrême, parce qu'au départ, c'était plutôt considéré comme un sport extrême, plutôt décontracté, c'est quand même une histoire qui est au-delà de ce côté extrême. Il faut dire que c'est né, on en reparlera lors des origines et de l'histoire de ce sport, c'est né dans une culture très particulière, qui sont la culture notamment des années 70-80. Mais on en reparlera tout de suite après. Et du coup, on va plonger telle première dans le BMX, et d'ailleurs expliquer ce que veut dire BMX, parce que même moi, tu vois, au départ, je me posais la question de ce que voulaient dire les trois lettres BMX. Ce sera la première chose qu'on expliquera tout de suite. Cher Damien, je rappelle... Oui, let's go, mais d'abord, je rappelle, en tout premier lieu, que vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre sur Twitch, et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à vous souscrire à la chaîne YouTube, à la chaîne Twitch et à tous nos réseaux sociaux. On va bientôt, très bientôt, lancer le site web également, mais j'en parlerai à la fin. Damien, comme d'habitude, on parle d'histoire, on parle de règles, on parle de compétition, on va parler de légendes de ce sport, on va parler de pop culture, et il y en a dans la pop culture de BMX. Cher Damien, démarrons d'ores et déjà avec les origines et l'histoire de ce sport. Alors, déjà Damien, que veut dire BMX? Alors pour le X, pensez bien à cross. C'est ça, pensez bien à cross. Du coup, BMX, ça veut dire... Tu veux que je donne? Je donne, si tu veux. Bike mountaineering cross, je ne sais plus. Non, tu étais presque. Bike motocross, tout simplement. Bike motocross. Pourquoi? Eh bien parce que cette pratique-là vient justement des fans de motocross. Parce que techniquement, en fait, le BMX est né comme une sorte de motocross sans moteur. Exactement. C'est un sport cycliste qui se pratique sur des vélos très spécifiques, connus sous le nom, de vélos BMX. Donc, c'est des vélos spécialement conçus pour les épreuves de BMX et ce sport particulier. Donc, il y a du BMX en plusieurs formes. On va parler aujourd'hui de BMX Racing et de BMX Freestyle. Et vous verrez qu'il y a plusieurs types de freestyle. Et on se focalisera notamment du côté du freestyle park, mais on expliquera tout ça lors des règles. Et au départ, bien évidemment, le BMX était un sport de loisir.
Voilà, c'était un vrai sport de loisir. Les origines de ce sport, et encore une fois, Damien, tu me corriges, tu me complètes si besoin. Les origines de ce sport remontent aux États-Unis dans les années 1970, et notamment inspirées par les stars du motocross de l'époque. Les enfants ont commencé à organiser des courses de vélo sur des pistes de terre en Californie du Sud. Et bien sûr, le choix a été fait sur des vélos particuliers. Alors, ça s'appelait, alors je t'avoue que j'ai découvert ces noms-là, le Schwinn Stingray, des Oui, vélos Willy, en raison de leur taille plutôt petit, plutôt ramassée, et de leur disponibilité. En fait, c'était des vélos qui étaient plutôt accessibles aux enfants. Et donc, c'est c'est vas-y. c'est indissociable de la culture, californienne. On parlait du Exactement. surf, tu vois, avec Hawaï Mm. et l'une des premières terres qui a accueilli sur le continent, si j'ose dire, le surf, lors de notre dernière émission, c'était évidemment, bien entendu, la Californie. On est dans une époque où, eh bien, la Californie est un monde à part. C'est encore un peu le cas encore aujourd'hui, Mm. mais on est à l'époque des Beach Boys, on est à l'époque du West Coast Sound, on est au lendemain de la contre-culture de la fin des années 60 et qui s'exprime essentiellement en Californie, loin des centres d'autorité, si j'ose dire, des États-Unis de l'époque. Exactement. En 1974, c'est la première, on va dire, ligue qui a été fondée par George E. Esser, Ah organisation ouais. non lucrative et qui organise donc ces compétitions de BMX. Devant l'absence d'organisation à l'Est, c'est l'intérêt de ses fils pour le BMX qui incitait Esser à créer la NBL, la National Bicycle League, en Floride. Donc, en gros, cette ligue est née en dehors de la Californie. Il est né en Floride, dans un tout premier. Bon, par contre, en 1977, faut pas déconner, l'American Bicycle Association a été créée en tant qu'organisme national de gestion pour ce sport en plein essor. Euh, et lui, par contre, est plutôt né du côté ouest des États-Unis. Et ensuite, il y a une autre ligue qui a été très présente également, c'est la NBA. Donc on a NBL, ABA, NBA, qui sont techniquement aussi trois acronymes qui ont servi pour le basket. C'est vrai, les trois. L'un des ancêtres, Les alors trois. c'est pas tout à fait l'ancêtre direct de la NBA, c'est la NBL qui était la première ligue pro de basket. Ça Tout à tombe bien. fait. Juste après la guerre, on a eu la création de la BAA qui est devenue la NBA. Et à un moment donné, en fait, la NBA a été challengée par une ligue concurrente qui s'appelait la ABA. C'est assez amusant, ça. Il y a pas comme une sorte de coïncidence Coïncidence. amusante. Oui. On s'en étonnerait presque. Du coup, ça c'est quoi Castia? Je savais pas, tu veux. Euh, tu m'as pris de court. Du coup, par rapport aux États-Unis, si on termine par ça, on y reviendra dans les années 80, mais globalement, les États-Unis ensuite ont eu une montée en puissance de ce sport ensuite, parce que, encore une fois, les vélos étaient très faciles à acquérir, faciles pour faire des figures, facile à rouler avec, notamment pour les jeunes. Et puis surtout, c'était ultra personnalisable. Il y avait énormément de culture, presque du tuning, si on peut dire ça comme ça, Oui, de oui, son complètement. vélo. Euh, C'est ça. à fond. Stickers, peinture, enfin, il y avait vraiment toute une culture autour Faut, de ça. faut s'imaginer un monde où, alors c'est encore un peu le cas d'ailleurs Oui, aujourd'hui quand encore. vous regardez Oh, tout le décorum tout à autour des fait. Jeux Olympiques, tout le décorum Mm. autour. On parlera aussi un peu des X Games par Ouais, exemple ou je te d'autres laisserai en parler du compétitions. coup. Mm. Mais il y a encore ce côté pro, certes, sport d'élite Mm. désormais, Ouais, pratiqué par des sportifs de haut niveau, tout à fait. mais avec toujours un état d'esprit chill. Ça rejoint encore une fois, hein, on parlait du surf, on pourrait parler du skate qui a à peu près ce même état d'esprit. Ce sont des sports qui viennent à la base du monde du loisir. Oui, tout à fait. Maintenant, c'est fait de manière très sérieuse par des gens très sérieux et qui s'entraînent très sérieusement. Et pour le coup, c'est volontairement que j'utilise trois fois le même mot. Mais il y a un storytelling, il y a un univers. C'est pas qu'un storytelling d'ailleurs, mais ça se transforme quand même en histoire au fil du temps. Mais il y a un état d'esprit que chaque athlète, dont chaque athlète se sent dépositaire d'une certaine façon. Tout à fait. Alors,
tout de même, de l'autre côté de l'Atlantique, au Royaume-Uni, le BMX est devenu une mode qui a pris son envol au début des années 80, surtout en 82 à 83. C'est devenu, en fait, le vélo BMX est devenu le vélo incontournable pour les enfants et les adolescents. Ça devient, du coup, le vélo dominant qui a explosé pour devenir une véritable passion pour les jeunes, notamment du fait de la pop culture, mais on y reviendra lors de cette section. Et même, du coup, des adultes se sont intéressés à ce sport, puisque des magazines de BMX, notamment le BMX Bi-Weekly en Angleterre, a explosé à ce moment-là, ce qui montre bien la popularité de ce sport de loisir, et ça a créé une culture en Angleterre, et ça s'est propagé ensuite dans d'autres pays européens. Tout ça, en fait, c'est même on va dire jusqu'à la fin des années 80, Oui, tout à fait. il y a pas un creux, parce que malgré tout, Non, le BMX reste présent, ouais, mais perd du terrain, par exemple, les années c'est 90 et ça. les années skate, par exemple. Tout à fait, Euh, c'est ça. Exactement. donc, on a le BMX qui est vu comme, certes, sport extrême, mais sport extrême avec le petit côté un peu ringard quand même qui fait que, certes, c'est cool et les tricks sont incroyables, mais l'avenir, le présent et ce qu'on pensait être l'avenir appartenait aux planches à roulettes. En réalité, le BMX était dans un creux et remontait ensuite à partir du milieu des années 2000, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Moi, je me souviens encore parce que moi, je suis assez âgé pour avoir vécu mon adolescence pendant cette période où le BMX dominait quand même pas mal, hein. Après, il y a le skate, comme tu l'as dit, après. Mais le BMX, effectivement, c'était vraiment le vélo. Enfin, c'est clair, hein, c'était le vélo populaire pour tout le monde, quoi. C'était vraiment le vélo pratiqué par énormément de jeunes. Mais Ouais. énormément. C'était incroyable. On le voyait du vélo BMX partout. C'était hallucinant. Et c'était vrai, c'était un vélo plutôt facile à acheter, c'était pas très cher. Et surtout, c'est un vélo plutôt résistant, c'est-à-dire que on pouvait le réparer très vite, très facilement. C'était un vélo, une vitesse, hein. Il n'y a pas besoin de 12 000 vitesses, hein. C'était un vélo qui était fait pour ça. Donc, changer les roues, c'était super facile. Et c'est donc quelque chose qui, effectivement, a ultra dominé cette période des années 80. Pour tout te dire, du coup, dans ce début des années 80, la Fédération internationale de BMX a été fondée en avril 1981 et les premiers championnats du monde ont donc eu lieu l'année suivante, en 1982. Et le BMX ensuite a intégré l'Union cycliste internationale, l'UCI, en janvier 1993. Et c'est devenu sport olympique. En tout cas, le BMX Racing est devenu sport olympique en 2008, avant de devenir également, dans sa forme freestyle sport, comme tu l'as dit, l'édition précédente à Tokyo. Voilà, j'ai fait globalement le tour, on parlera des légendes un peu plus tard, mais voilà, pas mal de champions de BMX qui ont ensuite parcouru, et notamment la France a bien brillé pendant une certaine période. Ah mais la France a posé plusieurs pierres à l'édifice du BMX, que les choses soient claires. Et on n'a pas attendu, si tu veux, les Jeux Olympiques, on n'a pas attendu l'intégration du BMX au sein des grosses instances. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, on en parlera lorsqu'il s'agira des grandes compétitions, mais il y a un circuit pro. Aujourd'hui, il y a un circuit Coupe du Monde, Ouais, mais aux États-Unis, il y a un circuit pro avec des courses qui rapportent des points ouais, selon certains critères, etc., etc. Et ce depuis les années 70. ouais, Donc du coup, tu me parlais voilà de la NBL, de la ABA. Et ben typiquement, c'est ça en fait. C'était des ligues, ce qu'on appelle des ligues comme ça. En fait, ça a l'air un peu éthéré comme ça a l'air sans beaucoup de sens. C'est des circuits. C'est des ouais, circuits c'est le avec des circuit, points à la fin, c'est ça. C'est un circuit avec plusieurs courses, avec des épreuves des épreuves. toutes les semaines, tous les mois, ça Mm. dépendait. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Mais on va en parler lors des compétitions, je pense que tu en parleras lors des compétitions de ce sport. Cher Damien, j'en ai fini avec l'histoire de ce sport. Est-ce qu'on passe maintenant aux règles? Et on explique un peu Eh ben quoi oui, ça parce qu'il y en BMX. a beaucoup de règles. Il y en a un petit peu, en tout cas, pour les deux formes de BMX. Damien, allons-y, les règles de ce sport. Alors, je te propose de commencer, alors je dirais par je mets les guillemets, plus simple, le BMX Racing. Pourquoi c'est le plus simple? Parce que visuellement, c'est facile, en fait, on va dire. Parce que ça ressemble au motocross. C'est ça. Il y a un parcours, il y a des bosses et il y a des gens sur deux roues. Je pense que c'est Je crois que c'est globalement. facile, c'est une course où le premier arrivé sur la ligne gagne, hein. C'est facile, en fait. Alors, le BMX Race, c'est 8 coureurs. Il faut savoir que c'est quasiment toujours 8 coureurs
qui démarre simultanément depuis une rampe appelée butte de départ. Alors, la butte de départ peut varier, mais en général, c'est souvent entre 6 et 8 mètres. C'est 8 mètres en général. Et les coureurs sont debout sur leur vélo maintenu par une grille rétractable en haut de la rampe. Alors, il faut savoir que lorsque le départ est marqué, la grille bascule vers l'avant et les coureurs peuvent accélérer. Le départ suit toujours les 3 étapes suivantes annoncées en anglais. OK, riders, let's set them up. Riders ready. Watch the gate. Et il y a un feu tricolore qui montre le départ. Donc, feu vert, c'est parti. Dans certaines courses, donc, on utilise le système de la random gate. Avec ce système, la grille tombe à un moment désigné au hasard, moins de 3,5 secondes après l'appel Watch the gate. Et donc, ce type de grille vise à supprimer l'avantage conféré par la connaissance parfaite du timing d'abaissement de la grille à domicile, dans son propre pays. En général, les courses se déroulent sur un circuit de 350 mètres, sur un terrain en terre battue, parfois sorti de virages, relevé en bitume ou en ciment. Ouais, exactement. Et c'est ce terrain constitué de zones plates, de bosses et de virages relevés. Un tour de piste entier dure moins d'1 minute, ça va assez vite, et les bosses peuvent être simples, doubles ou encore triples, écartés de 2 mètres ou plus. Si vous êtes coutumier, par exemple, des sports d'hiver, en termes de, par exemple, de snowboard cross, de ski cross, de choses comme ça, eh bien, c'est des sessions de 8, comme ça, avec un affrontement, et tout peut arriver, c'est-à-dire c'est pas non plus un sport full contact, faut pas déconner non plus, Non, pas. mais les accrochages sont fréquents. Donc, Ça il arrive. peut y avoir des images spectaculaires, des remontées incroyables d'athlètes, mais qui, justement, à un moment donné, s'accrochent avec leur adversaire et foutent en l'air tout leur effort. Bref, ou à l'inverse, des gens qui profitent justement d'une maladresse d'un adversaire. Exactement. Et du coup, au niveau du matériel, les vélos sont souvent faits en partie d'aluminium, mais d'autres matériaux sont utilisés, tels que le carbone, qui permet d'avoir un vélo encore plus léger, et ils n'ont pas de suspension, et leur selle est souvent purement décorative. Les coureurs n'ayant ni le temps ni intérêt à s'asseoir pendant la course. Ils sont généralement équipés de pédales automatiques. Donc les pédales automatiques, c'est mettre le pied, ça permet de fixer en fait le pied et la chaussure. Et le vélo de bicross est assez petit, il possède toujours des roues de 20 pouces et des pneus de 20 x 1,5 pouces à 20 x 1,125 pouces. Et c'est un modèle plus petit pour les enfants de moins de 10 ans. Dis juste ça parce que le vélo est déjà extrêmement petit. Voilà, juste pour illustrer ça, je vous ai mis, je vais mettre une petite vidéo juste pour montrer. Donc c'est vraiment court les courses. Regardez-moi C'est ça. Banning Explain. Et non, il n'y a pas de Nina Express pour celui-là. Ouais. Il n'y a pas de Nina Express pour celui-là. Et donc, on a effectivement une course vraiment qui est basée sur un circuit avec des bosses. Vous voyez les bosses là, exactement comme ça. Donc, vous voyez vraiment ce type de circuit qui est parcouru par les athlètes autour d'un circuit. Et ça va assez vite, hein. Ça va vraiment très très vite. C'est ça. Et d'ailleurs, une course où le leader est visiblement l'un des grands noms à suivre pour ces Jeux Olympiques. On en reparlera. Exactement. D'ailleurs, le vainqueur et le troisième, on en parlera justement, tiens. Tout à fait. À suivre. Les Français sont pas mal. Voilà. Sur la forme racing de BMX, les Français sont pas mal. Damien, je te propose de faire une incursion ensuite dans le côté du freestyle, qui est donc introduit aux Jeux Olympiques de Tokyo, au niveau olympique en tout cas. Le BMX freestyle donc, incorpore en lui-même déjà plusieurs disciplines. Je t'en citerai que quelques-uns, je vais me focaliser sur le BMX Park, puisque c'est celui qui est le plus qui est olympique. Ce qui intéresse celui-là par la pratique exclusive dans les skateparks. Donc c'est vraiment un sport de skatepark, souvent avec un accent mis sur les transitions. Alors ils appellent ça des bowls et des jump boxes. Donc les bowls, c'est toutes les formes qui sont sur les rampes en forme de bowl. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Oui, non mais clairement, oui. Et les skateparks sont des espaces partagés utilisés par les riders de BMX, les skateurs et les patineurs à roulettes en ligne. Il y a également maintenant les riders de trottinette freestyle, puisque maintenant la trottinette est revenue à la mode, et bien les trottinettes freestyle revient également à la mode. Le style de conduite peut dépendre de la construction du parc, qui peut être fait de bois, de béton ou de métal. Donc c'est vraiment le BMX Freestyle Park, c'est la culture des skateparks. C'est vraiment cette culture-là qui est mise en avant. À partir de ce moment-là, tout est dit, c'est-à-dire que tout comme pour le skate, tout comme pour le roller, tout comme pour la trottinette, des figures, des points, des figures valent des points, et les enchaînements de figures, etc., grinder peut-être aussi, bref,
enfin, vous avez toute la panoplie, en fait, toute la nomenclature du skate. Mm, exactement. Ensuite, il y a d'autres formes de freestyle. BMX freestyle, je vais aller assez vite puisque c'est des sports qui ne sont pas représentés au jeu. Le BMX street, c'est facile. C'est les riders qui utilisent les espaces urbains et publics pour Voilà. effectuer des figures sur le trottoir, les rampes, les escaliers, les corniches, les rives, tout ce que vous voulez, quoi. Toutes les surfaces et obstacles d'une ville habituelle. Le vert ramp, c'est une discipline freestyle qui est sur un half-pipe. Donc, si vous connaissez le half-pipe hivernal, c'est-à-dire avec un Avec un surf, snow. un snow, pardon. Un Snow des snowboard. neiges, on peut dire ça. Ouais, c'est un snowboard, c'est exactement ça, sauf que vous utilisez un BMX. Il y a les trails qui sont sur des chemins qui mènent à des sauts de terre fortement compactés. Donc là, ça utilise comme généralement uniquement le frein arrière, qui n'a pas besoin d'un frein avant, vu la discipline. Donc c'est plutôt trail, comme son nom l'indique, c'est vraiment sur les terrains de terre, tout simplement. Et enfin, il y a le BMX plat ou flatland, qui est un peu différent du Là, freestyle. Parce que ouais, c'est plat. C'est vraiment plat. sur un podium et vous faites des figures, quoi. C'est ça. Et, il en manque un, Vas-y. qui est au X Games, c'est le Big Air. Vous avez le Big Air en ski ou en snowboard, et ben vous l'avez aussi en BMX, c'est-à-dire une grande rampe, une seule très grosse figure compliquée à faire, et on espère que vous allez vous réceptionner comme il faut. Ouais, tout à fait. Eh ben, c'est assez impressionnant. Donc ça, le freestyle, j'ai une vidéo aussi. Je vais juste voir si je peux vous le montrer. Hop, je vous dis ça tout de suite. Oui, j'ai ça. Attendez, hop. Regardez ça. Hop, un peu de freestyle. Ça, c'est le freestyle olympique. Yes, freestyle olympique avec énormément skatepark avec beaucoup de d'endroits où on peut faire des figures, hein, tout simplement. Hein. Mais pas vraiment de mobilier urbain, justement. C'est ça, Non, ça c'est le non, street. non, c'est vraiment le Exact. street. Voilà. Exactement. C'est vraiment que des rampes à faire partout, Que des rampes un que peu des partout. rampes partout. Voilà. Après, je pense qu'il y a quand même des endroits où ils mettent des petits trucs. Il y a une rampe, une main courante. Voilà, c'est globalement tout ce qu'il y a. Il y a pas d'escalier comme on pourrait. Non. Ouais, quoique peut-être non, parce que j'ai cru voir une rambarde aussi, une double rambarde. Donc voilà. Non, je crois, en tout cas pas dans le freestyle park. Après, je pense que Ok. l'UCI ici a essayé de mettre tous les types de freestyle, et c'est pour ça qu'on doit avoir un parti, ce genre de choses-là. Voilà, Damien, pour les règles. Je voulais pas m'éterniser sur les règles de manière globale, parce qu'on va expliquer ensuite les règles pour les jeux, parce qu'ensuite on parlera de comment les épreuves de BMX vont avoir lieu au JO de Paris. Je te propose donc d'enchaîner avec les plus grandes compétitions de ce sport, si ça te convient, cher Damien. Let's go. Let's go. Alors, je vais commencer par les JO. Après, je parlerai de championnat du monde, en restant assez light, mais en parlant quand même des meilleurs pays dans ces championnats du monde et la Coupe du Monde. Et après, je te laisserai enchaîner avec d'autres compétitions que tu voudrais mettre en avant par la suite. Au niveau Jeux Olympiques, il faut savoir que donc, les deux disciplines sont maintenant présentes. Au JO de Paris, il y aura les deux disciplines. Le BMX Race, donc c'est une course, comme on l'a vu précédemment, et c'est plutôt assez facile. C'est 3 phases, quart de finale, demi-finale, finale. Il y a 24 participants chez les hommes, 24 participantes chez les femmes. Les quarts de finale se déroulent en 4 séries avec 6 cyclistes dans chacune de ces séries, et une série se fait en 3 courses. Et des points sont attribués à chaque course. Le premier a 1 point, le deuxième a 2 points, le troisième a 3 points, etc. Et à l'issue des 3 manches de la série, les 4 coureurs avec le moins de points se qualifient pour les demi. Donc il faut avoir le moins de points, parce que premier point, etc. Les demi-finales se déroulent en 2 séries de 8 cyclistes chacune. Il y a 3 courses par série de nouveau, et les 4 meilleurs cyclistes par série se qualifient pour la finale de la même manière. Et la finale, par contre, c'est qu'une course. Là, c'est une course, et c'est bon. Premier, médaille d'or. Deuxième, médaille d'argent. Troisième, médaille d'or. Donc le BMX Race, c'est plutôt simple en termes de déroulement des épreuves. C'est presque un peu trop cruel pour la finale, mais bon, c'est pour la télé. Ah bah oui. Hein, j'imagine que voilà, c'est pour l'intention. C'est pour le côté one shot de la télé avec des surprises. Exactement. Exactement. Ensuite, pour le BMX Freestyle Park, donc la compétition est un tournoi en 2 tours. Il y a une manche qualificative d'abord, puis une finale. Il y a 12 participants chez les hommes, 12 participantes chez les femmes, ce qui est un peu plus que lors de Tokyo. À chaque tour,
Tous les riders effectuent 2 passages de 60 secondes chacun. Il y a 5 juges qui peuvent attribuer des notes entre 0 et 99,99. Alors, ne me demande pas pourquoi il n'y a pas de 100. Ne me demande pas. En fonction de la difficulté et de l'exécution sur le parcours par le rider. Les athlètes se voient attribuer un score calculé sur la moyenne des 2 runs, et les 8 athlètes les mieux notés sont qualifiés pour la finale. Et ensuite, l'athlète auteur du meilleur score en manche qualificative s'élance en dernier lors de la finale. Et enfin, en finale, seul le meilleur score des 2 runs compte. Donc c'est plus une moyenne, c'est le meilleur score des 2 runs qui compte. Donc voilà comment ça se passe. Donc il y a un mélange de... Il faut être un peu régulier, parce qu'il faut avoir en phase qualificative une bonne moyenne, et en phase finale, par contre, il faut être pile poil bon au bon moment. C'est le plus important. C'est ça. Voilà pour les 2 épreuves. Donc pour vous, c'est assez simple à suivre. Hein. À la télé, ça se suit plutôt bien. Il faut savoir que les athlètes les plus forts côté masculin, je parlais de racing parce que freestyle, il n'y a eu que l'année dernière, donc il n'y a finalement pas beaucoup de recul par rapport aux Jeux Olympiques. Mais il faut savoir qu'en épreuve masculine, il y a les Hollandais qui sont pas mal, il y a également, j'en parlerai un tout petit peu après, il y a la Lettonie qui est pas mal, il y a la Colombie aussi qui est pas mal. Donc voilà, il y a pas mal de pays comme ça. Et côté féminin, la Colombie aussi, j'en parlerai un tout petit peu, les Pays-Bas et la France, qui a quand même eu sa médaille d'or lors des Jeux de Pékin. La toute première. Toute première épreuve également. Et d'ailleurs, c'était un doublé à l'époque. C'était médaille d'or, médaille d'argent lors de l'édition de Pékin 2008 en racing. Alors, où voir d'ailleurs du BMX aux Jeux Olympiques de Paris, si vous avez la possibilité d'y aller, eh ben, direction le Vélodrome. C'est à côté du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. J'imagine que c'est devant le Vélodrome, parce que ça va être en plein air, de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc le Vélodrome national, pour tout ce qui est track. Par contre, le freestyle, c'est à la Concorde. C'est directement sur la place de la Concorde. C'est directement là-bas, effectivement. Pour ce qui est des championnats du monde, juste pour vous dire que côté BMX Race, les nations et les pays qui dominent, c'est encore une fois les Pays-Bas plutôt, c'est également la Colombie, avec notamment Mariana Pajot. Et en France, c'est quand même Christophe Lévesque qui a le plus de médailles en championnat du monde, avec 10 médailles, comme au total 7 d'or et 3 d'argent, ce qui est énorme. Alors, Christophe Lévesque. Ouais, exactement, Christophe Lévesque, qui est le plus papa, quoi, si j'ose dire, de la hype du BMX en France, puisque du coup, il cartonnait aux États-Unis. Ça arrive dans certains sports où vous avez le Frenchie qui cartonne à l'autre bout du monde, c'était lui. Ouais, exactement. Pour le BMX, en tout cas, c'était lui. C'était lui, ouais, exactement. Voilà, et puis pour parler un tout petit peu de BMX freestyle, là, on a plutôt des Australiens, des Américains. Il y a un Japonais quand même, tout ça. Et côté filles, c'est plutôt Chinois, Américains, Suisses. Des Chinois, il y en a, ouais. Et des Chinois, ouais. Il y en a quand même. Et enfin, en Coupe du Monde, je ne vais pas m'éterniser, mais il y a une Coupe du Monde de l'UCI qui est organisée tous les ans en 2002 et donc qui s'ouvre s'ouvre féminine en 2007. Et donc, lors de cette Coupe du Monde, les cyclistes gagnent des points en fonction de leur classement dans chaque manche de Coupe du Monde. Donc, c'est un circuit, en fait, qui est organisé. Et le leader de chaque Coupe du Monde est identifié par un maillot. Et en 2016, l'USI met en place une Coupe du Monde de BMX freestyle, puisqu'on a eu le freestyle qui est apparu derrière. C'est ça, donc il faut bien distinguer. Là, comme tous les autres sports, c'était le cas par exemple en tir à l'arc, c'était le cas pour l'haltérophilie, il faut bien distinguer championnat du monde et coupe du monde, la coupe du monde étant le circuit mondial. Trois dates sur mon pense-bête, oui c'est ça, 3 dates pour la coupe du monde en track, et bien sûr le championnat du monde spécifique du BMX. Ok. Parce que l'UCI en fait pas forcément de championnats du monde globaux, piste, route, VTT et tout. Donc l'UCI organise plusieurs championnats du monde de plusieurs disciplines. Je vois. Damien, est-ce que tu as d'autres compétitions à évoquer? Oui, 2. Il y a des. Alors pour se qualifier, par exemple, pour les championnats du monde, il y a notamment tout un ensemble de compétitions désormais régionales, puisque
Je parlais de championnat du monde, mais je parlais surtout des Jeux olympiques pour se qualifier aux JO. Maintenant, il y a plein de compétitions intermédiaires, continentales, etc. C'est le cas des Jeux européens. On n'en entend jamais parler des Jeux européens, et pour cause, il n'y a pas beaucoup de sports emblématiques à retrouver. Mais il y a justement le BMX, et ça sert notamment, il me semble, de qualif pour... ça servait en tout cas, c'était en 2023, de qualif pour les JO. Et puis, il y a les X Games. Les X Games en français, X Games évidemment, pour si vous voulez le prononcer de manière un petit peu américaine, avec uniquement du freestyle. Alors, freestyle avec BMX, vert, Spark, Street, Big Air, Dirt également. Donc, plein d'épreuves, mais uniquement du BMX freestyle. Et enfin, pour en terminer, sachez qu'il y a aussi un circuit français de BMX avec des équipes, d'ailleurs, puisque de la même manière qu'aux USA, vous avez aussi, d'ailleurs, vous avez le site de USA BMX, qui vous donne d'ailleurs une carte. D'ailleurs, on parlera de carte interactive, à mon avis, aussi, de savoir où trouver un club, où trouver une équipe, etc., mais qui vous donne aussi les dernières infos sur le classement de la ligue organisée, donc la ligue pro, organisée par USA BMX. Et du coup, eh bien, vous avez en fait, en plus de ces championnats du monde, eh bien, les ligues nationales. C'est le cas en France, on est amateur, mais c'est le cas aux États-Unis, où c'est pro, où parmi les meilleurs du monde peuvent s'affronter. Donc, jetez un œil si vous avez la possibilité justement sur les épreuves américaines qui sont professionnelles et donc qui recrutent des athlètes étrangers. Pas mal, sympa. Bah, super, c'est vraiment... Et aux États-Unis, donc c'est pro, la ligue est professionnelle. Il y a des équipes surtout. D'accord, super intéressant. Ça veut dire que ça s'est structuré avec des clubs ou des franchises, peut-être? Je sais pas comment. Des clubs ou des franchises, c'est un bien grand mot. Je pense plutôt à des clubs. Des clubs. C'est un peu comme les équipes, tu sais, alors, pour vraiment être traditionnel en cyclisme sur route, les équipes sont aussi des équipes pro et gagnent de l'argent sur chaque course. C'est un petit peu le même, délire. C'est pas une ligue fermée dans le même sens que par exemple la NFL, où là par contre c'est la ligue qui est propriétaire de chaque franchise et qui la donne en concession à des hommes d'affaires. On n'est pas sur ce délire-là. En France d'ailleurs aussi, c'est aussi un système de clubs. Vous avez le club dans le circuit français par exemple, dans la région chez nous, on a le club de Chambéry, le club de Saint-Étienne par exemple aussi, qui fait partie de la première division, de la Nationale 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Bref, on a plusieurs clubs comme ça. Le club de l'Ain aussi, je crois, qui participe au circuit classé en tant que National 1. Voilà, allez voir sur le site de la fédération, on y fera un tour dans un instant pour tout ce qui est club, recherche de club, mais déjà pour ce qui est du classement de la Coupe de France, du circuit Coupe de France, vous avez le classement qui est mis en ligne. Exactement. Parfait, Damien. Est-ce on va passer du côté des sportifs légendaires? Est-ce que ça te va? Ah, c'est parti. Érigeons des statues. C'est parti. Sportif légendaire du BMX. Je te propose de commencer avant que tu évoques les tiens, si ça te va. Je te propose d'évoquer deux noms. Le premier, c'est Maris Strombergs. Alors, je t'avoue que je ne sais pas si je le prononce bien du tout. C'est un laiton qui est né en 1987 à Valmiera et qui est spécial en BMX et a remporté une première fois le championnat du monde de BMX en 2008 et remporte son le premier titre olympique de la discipline à Pékin. Pour cet exploit, donc, il sera fait officier de l'ordre des 3 étoiles par le président de l'époque, letton Valdis Zatlers. Direct, le mec, médaille d'or, c'est parti. Hop, officier de l'ordre des 3 étoiles. En 2010, il récupère de nouveau et gagne un nouveau titre de champion du monde. Il est sélectionné pour représenter la Lettonie au JO de Londres, et c'est là qu'il participe à l'épreuve donc, de BMX. Et il ne finit que 11e lors de la manche de classement. Et en quart de finale, il finit 2e de sa série, il se qualifie pour les demi-finales. Et lorsque celle-ci débute sur 3 courses, il termine 4e, 4e et 2e. Donc on doit dire que, voilà, il n'était pas très, très en forme. Donc il se classe 3e au général de sa série. Et il remporte la finale. C'est comme je te l'ai dit, régulier et après, tac, au pile-poil, comme il faut.
Co-premier vainqueur, co-premier lauréat d'une médaille d'or, évidemment, c'est en 2008 à Pékin, aux côtés de la Française Anne-Caroline Chausson, qui Mm. était donc vainqueur de l'épreuve féminine à l'époque. Exactement. Exact. Ensuite, je voulais vous parler d'une coureuse de BMX qui s'appelle Mariana Pajon Ah, Londoño, colombienne, née à Medellín, et qui est une coureuse donc, de BMX et qui a commencé à pratiquer le cyclisme sur piste récemment en 2017. Donc elle a un peu basculé sa carrière en cyclisme sur piste. En 2010-2011, elle est partie en prolifique. Elle remporte plusieurs titres dans le championnat du monde, le championnat panaméricain, le championnat latino-américain, le championnat sud-américain, le championnat d'Amérique centrale et les Caraïbes, et son championnat réel, le championnat de Colombie. Le tout en l'espace de 10 mois. Voilà, ça c'est fait. Elle a été la désignée. patronne, quoi. Oui, c'est la patronne. Désignée sportive de l'année 2011 en Colombie. Tu m'étonnes. En 2012, elle a continué d'accumuler des lauriers. En février, elle a remporté 2 courses importantes à Otmar en Floride en un seul week-end. Le samedi, elle est devenue championne nord-américaine 2012 de BMX et le lendemain, elle a gagné les Gator Nationals, qui lui permet d'avoir tous les points lui permettant de se qualifier aux Jeux Olympiques. Et ensuite, elle a été multiplement médaillée d'or aux JO. Et en 2018, malheureusement, elle a subi une lourde chute lors de la Coupe du Monde de BMX à Papendal, aux Pays-Bas. Et après une opération au ligament des genoux, elle a repris la compétition en mars 2019 et a visé un 3e titre olympique aux Jeux de Tokyo. Et donc, malgré cette grande blessure, elle a réussi à participer aux JO. En Colombie, c'est devenu une icône. Il faut être très clair. Maria Pajon. Et toi, Damien? Eh ben moi, je vais commencer par la fin. Tiens, je vais commencer par 2 espoirs de médailles aux JO de cet été, avec pour commencer Romain Mailleux, puisque du coup, il a gagné la course des championnats du monde 2023. Romain Mailleux qui a donc gagné le championnat du monde, qui est un des espoirs de médaille et qu'on a vu il y a un instant lors de ton extrait vidéo de tout à l'heure. Et Romain Mailleux, il était premier, il a fini avec en 3e position, en médaille de bronze. Eh ben, on avait un certain Joris Daudet. Et Joris Daudet, il est lui-même déjà double champion du monde 2011 et 2016. Et donc là aussi, ce sera parmi les sportifs à suivre, vraiment à suivre de près pour ces JO. Hmm. Et puis, on peut remonter un petit peu dans le temps. On parlera tout à l'heure, on en parlera tout à l'heure d'un certain Dave Mira, regretté Dave Mira, décédé en 2016, puisqu'il a donné son nom à une franchise de jeux vidéo. Il a été, c'est le Miracle Boy au départ. C'était un petit surdoué du BMX qui a gagné plein de médailles. Alors, il n'y a pas de médailles aux X Games, mais qui a gagné plein de titres aux X Games. Donc c'est plutôt freestyle, lui, son univers. Et ensuite, quand il en a eu marre, il a fait du rallycross. Parce que pourquoi pas. Voilà, il a pris une bagnole et puis il s'est mis à faire du rallycross. Rallycross, si vous ne connaissez pas, c'est cette épreuve à moitié sur goudron, à moitié sur terre battue. Sur la terre. Pardon ? Sur la terre. Sur terre. Sur de la terre. Voilà, exactement. Sur des circuits assez petits et ça se fait par manche là aussi, de la même manière que pour le snowboard cross, le BMX, etc. Ça se fait en plusieurs petites manches. Et donc, ça lui convenait parfaitement. Il est décédé malheureusement en 2016 à peine 41 ans. Ouais, c'est jeune. Si on remonte encore plus le temps, une statue parmi les statues, Pete Lončarević, pour le coup. Là, on est dans les tout premiers championnats du monde, on est dans les toutes premières ligues américaines, on est dans la fin des années 70. C'est pas la toute première génération, mais il a commencé sur le circuit pro dans les années 77-78, devenu vraiment pro à partir de 82 et qui était l'un des plus gros vainqueurs de circuits mondiaux, de classements généraux de fin de saison de sa génération. D'accord. Donc c'est le symbole de ce qu'on appelle la old school
donc de ces premières années, de ces Mm. premiers circuits, à l'époque où on n'est pas encore, enfin, on commence à avoir des championnats du monde, mais où le sport commence à sortir de son côté Sur le chill côté, ouais. et commence à vraiment se prendre au sérieux en tant que Ouais, sport, en tant que sport compétitif. ouais, c'est ça. Tu as tout à fait raison. C'est un peu l'émergence de ça, effectivement, dans cette époque-là. Tout à fait. Pistol Pit, si vous regardez sur, je savais pas ça, j'ai vu ça sur Pistol Wikipédia, c'est Pete. Pistol Pit, ça m'a Je fait crois que ça n'a pas tilt. fait présent mon micro de faire 2 fois pipi. Tu vois, ça fait peu, Non, mais ils peu. aiment bien les allitérations, les C'est vrai, Américains. c'est vrai, Ouais. c'est vrai, c'est vrai, ils aiment ça. Parfait. Tu en as un autre ou pas, Damien? Ou c'était tout bon? C'est Alors déjà là, pas j'en ai mal. pas d'autres. Non, mais t'inquiète. Je vais savoir si tu avais terminé. Eh bien, Une si. je ne sais pas. Ah non, mais c'est vrai, parce que pour l'instant, j'ai cité que des hommes, je suis Ouais. désolé. Non, mais c'est pas grave, j'en ai cité une, donc t'inquiète. J'ai pu en citer une avec Mariana Pajon. Damien, je te propose du coup d'expliquer où peut-on voir ce sport à la télé ou en streaming en France et où est-ce qu'on peut le pratiquer finalement, le BMX en France. Au sens sport de compétition, parce que en BMX dans la rue, vous pouvez faire du street freestyle sans problème dans la rue, ou enfin, c'est pas tout recommandé quand même, hein, faut quand même être prudent. Et dans les skateparks, vous pouvez faire du BMX freestyle park, bien entendu. Mais là, on parle vraiment de compétition, genre du racing. Eh bien, où est-ce qu'on peut le faire en France? C'est dans notre section qui arrive. Alors, où voir du BMX? Alors, il y a quand même pas mal de sites, donc je vais les évoquer maintenant. Il y a déjà le site qui s'appelle le véloplustv.com, donc qui permet de voir, pas que du BMX, tout type de sport à vélo. Donc, il y a bien sûr le vélo, le vélo tout simple en extérieur. Il y a le BMX Racing, donc là, ils ont, je pense, à peine commencé à faire les stickers pour les présentations des athlètes. Ah oui. Donc voilà, puis je pense il y a encore des qualifs, il y a des trucs comme ça. Mais sinon, on a déjà pour la partie piste, vélo sur piste, et puis c'est qui est sprint, il y a tout ce qui est piste et endurance, et puis il y a tout ce qui est VTT aussi qui est représenté ici. Mais vous pouvez voir donc des lives, vous pouvez le voir ici, on peut cliquer sur live, vous pouvez voir des lives. Alors, comme je vous l'ai dit, cycler sur route, mais il y a aussi du BMX. Alors, je vais vous le montrer tout en bas si vous descendez, je suis allé un peu vite, mais tout en bas, vous avez du BMX dans la dernière étape ici de Besançon. Voilà, pour du BMX Racing. Voilà pour le premier site. Ensuite, on peut voir également du championnat du monde sur France Télé. Il y a des diffusions de temps en temps d'épreuves de BMX Elite, notamment. Et ensuite, derrière, vous avez également l'équipe TV qui diffuse des étapes de la Coupe du Monde de BMX Racing. Donc, vous avez effectivement plusieurs épreuves qui vous sont visibles par rediffusion si vous le souhaitez, tout simplement. Si, alors, c'est là où on voit justement la différence qu'il y a, par exemple, ce sont des épreuves différentes, championnat du monde et Coupe du monde, et Jeux olympiques également. C'est que justement, chacune de ces compétitions négocie avec une télévision différente ou avec un diffuseur différent. En tout cas, peut le faire. Exactement. Parfois, d'autres fédérations internationales décident de faire un package avec plusieurs épreuves, etc. Mais là, pour le coup, on le voit bien, hein, on a la Coupe du Monde sur l'équipe TV, on a le championnat du monde sur France Télévisions. Le championnat du monde, qui veut dire certainement que sur France Télévisions, puisque diffuseur olympique, eh bien, diffusera les Jeux olympiques, etc. Exactement. Ensuite, on a enfin quelque chose qui s'appelle BMX Media, une chaîne YouTube. Vous avez non seulement des épreuves de BMX en français, hein, donc vraiment intéressant, et surtout, il y a des bilans, il y a des analyses, il y a des choses comme ça. Donc, c'est plutôt pas mal du tout, et en français en plus. Donc, quand même, c'est intéressant de pouvoir avoir une chaîne YouTube en français. Et enfin, bien sûr, la chaîne YouTube de l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, dans laquelle vous retrouvez tous les types d'épreuves de cyclisme, dont le BMX, bien évidemment, ou le mountain bike, ou les choses comme ça. Donc, vous pouvez retrouver tous ces éléments-là sur ces différents sites. Vous voyez, BMX Racing ici, pour vous, et BMX Freestyle ici, pour vos yeux. Voilà, et donc l'idée, c'est plutôt facile, en fait, de voir du BMX au niveau du streaming, et même de la télévision aujourd'hui. Parallèlement à ça, vous pouvez bien sûr essayer de trouver un club pour aller faire du BMX. Donc là, rendez-vous sur la Fédération française de cyclisme. La fameuse carte interactive. Il n'y a pas de carte. Oh non. Non, il y a sélectionnez votre région. Donc on va faire Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'on est de la région de Lyon.
et tu rentres, et là, tu as la liste, en fait, des départements, et tu les as classés comme ça. Alors, je te propose de directement sélectionner la discipline de BMX. Et là, hop, on va aller dans le Rhône, par exemple. Et là, on a différents clubs qui sont listés ici. Donc, c'est présenté par région, puis par département, au niveau du site de la Fédération française. Voilà, pour ton info. Ok. Donc là, voilà, tu peux... Après, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt dynamique, c'est plutôt intéressant. On peut trier facilement par type de discipline, donc ça, c'est pas mal aussi. Hein. C'est plutôt très intéressant. Et il y a masse de disciplines dans la fédération de cyclisme. Tout à fait, tout à fait. Sachant qu'il y a aussi, je sais pas s'ils ont pas aussi sport para, je sais pas s'ils ont fait ça, mais en tout cas, il y Non, mais il y a... a aussi du e-cycling où tu es sur des vélos style vélo d'appartement. Il n'y a pas de Auvergne-Rhône-Alpes, il doit y avoir Paris, mais effectivement. Tu as du e-cycling, ouais. Du Ouais. vélo virtuel. Oui, mais alors que tu es sur un vélo. Alors, Tu es sur un vrai vélo? sur un faux vélo réel. Oui, c'est ça. Tu es sur un faux vrai vélo, à Ah, mais rouleau, t'es pas sur des manette en rouleaux. main, t'es pas en train de jouer à Tour de France Manager, si C'est tu veux, ça, quoi. c'est ça. Ou bah, manette en main ou clavier en main, pour le coup. Là, c'est un Exactement. mauvais exemple. Donc voilà, donc le site de la fédération est pas mal. Par contre, je t'avoue que pour trouver le lien qui permet d'accéder à ça, c'était un peu une galère. Ah, J'avais mince. fait des recherches. Donc comme je vous l'ai dit maintenant, on va sortir un site web. Donc là, il est quasi prêt. J'ai fini la synthèse des deux premiers épisodes. Donc en gros, celui qui était Ok. dédié au lacrosse et au sumo. Donc je suis en train de terminer les mises en page, la manière de classer ces infos. Et notamment, donc vous retrouvez les liens vers les cartes des clubs ou les liens permettant de trouver cette carte, parce que les cartes peuvent changer, hein, donc je ne vais pas mettre une carte statique sur notre site web, mais sachez qu'on va vous rassembler tout ça, parce que ça, ce lien, je vous le mets direct, hein, parce que alors, pour le trouver, c'était quand même compliqué, donc je vais vous mettre directement le lien, comme ça si vous cherchez un club, direct vous avez le lien, et vous pouvez accéder directement jusqu'au jour où la fédération décidera de changer l'arborescence de son site, mais ça, on en reparlera plus tard. Voilà, Damien, pour la manière de faire ce sport. Alors, pour le coup, en tant que sport insolite, nous, c'est un sport insolite dans le sens où c'est un sport qui n'est pas Méconnu. connu. Voilà, c'est un sport qui n'est pas Voilà. connu, qui peut être très connu dans sa communauté, mais finalement, pas tant de gens que ça regardent ce sport. Hein. C'est pas un sport qui se regarde énormément. Donc, on voulait un peu mettre l'éclairage dessus. Mais par contre, le BMX, bien que ce soit un sport de compétition pas très connu, en termes de pop culture, ce n'est pas du tout la même histoire. Mais alors, pas du tout. Et Damien, je te propose d'enchaîner avec les références dans la pop culture. Et juste, je te dis un nom de film, E.T. Oui, évidemment. Évidemment, E.T., puisque E.T., le BMX est sur l'affiche. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas mieux en termes de référence de pop culture. C'est pas n'importe quel vélo. Ouais, C'est pas n'importe quel vélo qui a été utilisé pour faire du BMX. Donc autant te dire que ça déconne que dalle. Autant être clair, E.T., ouais, le film emblématique de Steven Spielberg en 1982, met en scène donc la fameuse scène mémorable où les personnages principaux échappent aux autorités en volant dans le ciel sur leur vélo BMX. Il n'y a pas mieux pour marquer une époque que de dire, pour représenter 1982, on met des enfants sur des vélos BMX qui échappent aux flics. C'est quand même assez incroyable. Oui, mais. Oui. Oui, mais. C'est pas un film sur le BMX. Non, c'est pas un film sur le Mais il y a BMX. des films, ça existe, Oui. sur le BMX. Alors, avant que tu enchaînes avec ça, juste pour te dire, du coup, pour représenter les années 80 dans un film d'aujourd'hui, dans une série, pardon, d'aujourd'hui, genre Stranger Things, sur quoi on met les enfants? Des vélos BMX, évidemment, à cette époque. Sur un BMX, avec une casquette, une veste doudoune à la McFly, ouais. et tu leur mets dans les mains une manette de NES. Et là, tu as les années 80. Attention, j'ai pas fini de parler. Les années 80 selon les États-Unis. Oui. Parce que ça, c'est... Alors, pour le coup, ça, c'est... Je vais vous raconter ma vie 2 secondes. Je suis prof de pop culture dans des écoles de marketing et en ce moment, on fait un cours sur les années 80. Et on ne vit pas les années 80 aux États-Unis de la même manière qu'on les vit en Europe, au Japon, en Europe de l'Est aussi, hein, ça va sans dire, en Amérique du Sud. C'est-à-dire que ce que nous, on a comme Stranger Things, c'est les années 80 telles que les Américains les ont vécu, c'est pas vrai, auraient adoré les vivre en vrai. Voilà, c'est là toute la différence. Nous, on habitait en ville,
Les Américains aussi, souvent, hein, d'ailleurs, en Oui, réalité. tout à fait. Mais en fait, la vie rêvée, celle qu'on montre dans les séries télé, c'était celle des pavillons en banlieue. Voilà, je finis ma parenthèse et puis voilà. Tout à fait. Exactement. Tu parlais de films, cher Damien, qui parlent, pour le coup, du BMX. Lequel tu veux commencer? Ah bah évidemment, celui qui est, je pense, le plus connu. Alors, c'est pas vraiment connu parce que Oui, connu, c'est un peu... Ouais. le plus représentatif, en tout cas le plus archétypal. Voilà, j'allais D'accord. vraiment dire, c'est vraiment l'archétype du film de BMX fait par des fans de enfin, fait par des fans de BMX pour rendre hommage à leur pratique Hmm. et essayer de trouver une histoire autour de ça. Et donc, Ou c'est... alors c'est fait par des producteurs absolument attirés par l'appât du gain et ils ont compris qu'il y avait une mode et qu'il fallait absolument la presser jusqu'à la dernière goutte. Bref, le film s'appelle Rad, 1986. Et Rad, c'est vraiment l'une des expressions, l'une des exclamations les plus américaines des années 80 ou les plus 80s de l'Amérique. Ça dépend et ça marche dans les deux sens. Quand tu dis Rad, tu es transporté directement dans les années 80. T'es déjà ringard dans les années 90 quand tu dis Rad en fait. Il y avait un jeu d'ailleurs qui s'appelait sur NES, s'appelait Totally Rad et qui justement les gamins de l'époque se foutaient de sa gueule de ce jeu puisque du coup ça voulait dire en gros trop chambé quoi en quelque sorte, mais ça faisait déjà, enfin c'était un titre de jeu vidéo trouvé par des vieux pour essayer de séduire des jeunes. Bon, pour en revenir à Rad, bah vous avez les images qui vont bien là, donc tout se fait autour du BMX. Vous avez une histoire faussement épique avec, enfin, c'est les années 80 quoi, merde, faut faire un film d'action avec des archétypes et le BMX, eh ben ça marche à mort à l'époque et donc c'est à la fois drôle à voir et c'est à la fois une vraie capsule temporelle parce que ça en dit long sur la popularité qu'avait en réalité le BMX à l'époque. On est vraiment encore dans cette première vague de BMX, on est avant le creux des années 90, on n'est pas encore dans le skate tout puissant qu'on aura connu dans les années 90, donc on est à l'époque où eh ben, le BMX, c'est un truc de jeunes. C'est un truc de jeunes. On disait même pas encore ça à l'époque. Je disais donc, c'est une vraie... c'est un bonbon sucré, pour moi. Oh, c'est un. Les 1980. Parce que ça rappelle effectivement ce côté innocence, tu vois, des États-Unis dans les années 80, avec ce côté teenage movies, ce truc vraiment Ouais. ultra optimiste. Mais ça fait du bien des fois de revoir ce genre de film. C'est très intéressant. Eh ben, je te propose d'aller en Australie après, D'accord. Eh ben, avec une toute allons-y. jeune Je Nicole prépare. Kidman. Je prépare. Eh bien, tout à fait. Tu sais que j'ai eu exactement la même idée de film. C'est bien. Non, alors pour le coup, aujourd'hui, effectivement, si vous regardez donc le gang des BMX, c'est le nom en français. En anglais, c'est tout simplement BMX Bah, Bandits. d'être ça. Eh bien, c'est un film, donc, vous tombez sur ce film-là, hein. Ce film, il est disponible en intégralité sur YouTube. Donc, je vous invite à le voir. Franchement, il est fait avec pas beaucoup de moyens, avec un peu quand même, mais pas beaucoup de moyens. Enfin, c'est un film moyen d'ailleurs pour le coup. Dans les standards, enfin même dans les standards Ouais, australiens, tu vois, l'Australie n'a pas les moyens de Hollywood, si j'ose ouais, dire. c'est ça. Donc c'est un film indé. Mais globalement, c'est c'est une ode à la gloire du BMX parce que du coup il y a une espèce de course poursuite, mais il faut pas non plus que ce soit trop méchant comme course poursuite. Donc il y a une course poursuite avec une grosse bagnole avec un bandit Qui qui essaie de poursuit chasser, ouais. des jeunes en BMX. Et là, vous Mm. voyez effectivement Nicole Kidman qui fait ses preuves en quelque sorte, qui montre que ben, même les nanas peuvent faire des BMX. Et regardez le, le sourire béat du mec qui dit oh, les meufs peuvent faire ça. C'est les années 80, on est vraiment dans un cliché Mm. ultime. Fort heureusement, aujourd'hui démodé parce que des plans comme ça en disant bah regardez les meufs elles peuvent faire ça, oui bah oui elles peuvent même te botter des derrière les gars, vous C'est inquiétez ça. pas, mais bref voilà, mais c'est les années 80. Euh, c'est comme ça que ça se représentait, Exactement. autre temps autre mœurs, c'est voilà. Et du coup on a surtout en fait cette jeune Nicole Kidman qui fait, alors je sais pas si c'est elle, je sais pas si c'est un cascadeur, j'en sais rien, mais qui fait un vrai numéro de BMX. On a Oui, elle le vraiment fait vraiment. une ode à la gloire Ouais, du ouais. BMX. Après,
il y a la course-poursuite. Oui. Là, on est plus sur une fuite avec les talents Hmm. des gamins, mais le milieu du film, c'est vraiment du feel good et on a voilà cet extrait uniquement en BMX freestyle pour le fun, quoi. C'est le fun complet. C'est C'est un film. l'apothéose du BMX. C'est l'apothéose du BMX. Et puis, autre chose, alors qui a rien à voir, c'est un animé Ah oui. qui s'appelle Hidaten Jump. On met juste l'opening, bon, il n'y a pas de musique, mais globalement, oui, c'est du BMX très, très, très fantasmé, très, très exagéré. Neketsu, les gars Ah oui, d'habitude, mais complètement. complètement Bah, c'est pour un Neketsu. public relativement jeune aussi, si je comprends bien. C'est ça, c'est pour un public jeune, et surtout, c'est pour, à mon avis, pour encore une fois vendre des jouets, vendre des trucs comme ça. Et du coup, un bon animé sur le Sortir le héros de BMX. Beyblade. C'est totalement un héros de C'est Beyblade. Mais tellement alors, ça. totalement. C'est exactement ça. Je pense qu'il est sorti à peu près au même moment. Hein, je n'ai pas regardé, mais voilà, c'est juste pour vous montrer que même au Japon, voilà, il y a un animé sur le BMX. Bon, le BMX très stylisé, encore une fois, mais du Oh, BMX quand même. et Du et BMX quand même. l'adversaire ténébreux avec sa cape. Mais C'est totalement. pas beau ça. Mais totalement. Et de la bonne CGI, comme il faut, qui se voit. Voilà, bon, je vais pas m'éterniser non plus sur cet animé qui est pas génialissime. J'ai vu un épisode, j'ai fait, je m'arrête là. On a passé le générique à l'antenne, donc sur l'antenne de notre autre émission, hein, Muteki, où on parle de musique japonaise, de culture japonaise d'ailleurs en général. Et non, c'était pas désagréable en termes Non, musical, en termes d'accompagnement musical, c'est quand même pas mal. ça allait, mais ça restait Après, quand même. Voilà, ça vole pas haut, hein, on est d'accord. c'est animé presque pour enfants, je pense. C'est vraiment fait pour ça. Donc Ouais, voilà, ouais. donc c'est plutôt intéressant, mais ça reste classique. Damien, tu voulais également finir par des jeux vidéo, je pense. Et ouais, et du jeu vidéo, il y en a. En fait, c'est assez amusant parce que du coup, le BMX, vu que la hype du BMX, on l'a vu avec les films, bah, c'est les années 80. Bah, les Tout à années fait. 80, c'est aussi la première, enfin, j'allais dire le premier âge d'or, le deuxième âge d'or du jeu Du jeu vidéo. Le vidéo, ouais. premier âge d'or, c'est les gros pixels de l'Atari. Hmm. Et le deuxième âge d'or, on va dire que ça va être la version, enfin la génération des 8 et 16 bits, c'est-à-dire la génération de la guerre Sega Nintendo, de la guerre Amiga Atari ST, bref, les jolis pixels, les jeux un peu plus élaborés que les gros pixels. Et ce deuxième âge d'or, justement, c'est le jeu aussi, c'est l'âge d'or aussi des jeux de sport. C'est vraiment les premiers vrais jeux de sport élaborés. Et bah, c'est le cas, par exemple, pour California Games. On parlait de California Games pour sa compile de mini-jeux, notamment les jeux de surf. C'était donc il y a 2 semaines ensemble, on en avait parlé. Eh bien, on va regarder un autre extrait de cette même vidéo, Exactement. qui est la version Mega Drive, qui est clairement pas celle que je vous recommande De de jouer. jouer, mais qui est quand même celle qui, visuellement, Joli. Hmm. est la plus jolie pour vous montrer un aperçu de ce que c'est. Les autres versions, donc, vous l'aurez compris, sont plus moches, mais sont quand même beaucoup plus jouables. Donc voilà, on peut pas tout avoir, hein, si j'ose dire. D'accord. Mais fort heureusement, cette vidéo que vous voyez là est jouée, interprétée par un joueur qui sait y faire, en tout cas qui s'est visiblement suffisamment entraîné pour être bon. Bravo à lui, parce que franchement, moi, j'oserais pas. C'est vraiment du temps perdu à essayer de jouer sur la version Mega Drive. Mais ça ne concerne que moi. Mais c'est un des rares jeux qui propose du BMX en track, en piste, en simili-piste, parce que vous voyez qu'il y a quand même des obstacles Hmm. sur la piste, Tout qu'il à faut fait. essayer de construire un jeu C'est autour ça, d'une épreuve c'est où il n'y a ça. que des boss. Donc, on est un peu contraint. C'est ça. Exactement. Euh, mais c'est pas mal. Oui, c'est On a intéressant. un deuxième extrait aussi, pareil, avec cette fois-ci une autre mascotte oubliée de chez Sega qui est Alex Kidd. Et là, c'est pareil. Comment rendre excitant une épreuve avec voilà, allez voir longplace.org, effectivement, on est tout à fait d'accord. Allez voir donc Alex Kidd BMX Trial. Comment rendre intéressant justement une épreuve où il y a finalement que des boss, où on n'a pas encore la technologie pour faire apparaître vraiment masse de monde en même temps, parce que là on a vraiment que des PNJ. Vous voyez des PNJ qui apparaissent quelques secondes à l'écran, c'est plus des obstacles, ils sont traités comme des obstacles et Hmm. non pas comme des personnages que l'ordinateur va gérer C'est ça. en même temps que vous. Et donc, ben, c'est pas compliqué. On fait un jeu de course avec des obstacles sur la route. Voilà, c'est ça, hein. C'est On ça. va pas plus loin. Hmm. Et donc, c'est malheureusement tout ce que je peux vous proposer comme du vrai jeu de BMX piste.
Ouais. Par contre, après, à partir des années 2000, on a justement ce Dave Mirra, qui était la figure du moment. On l'a bien vu, hein, effectivement, c'était là une des figures qui brillait lors des X Games et ensuite est parti sur le rallycross avant de nous quitter en 2016. Eh bien, il a fait comme Tony Hawk pour le skate, il a fait comme Kelly Slater pour le surf. Eh bien, il a donné son nom à une franchise de jeux vidéo. C'était l'époque. Et c'était aussi l'époque des franchises. C'était l'époque de Tony Hawk. On est en pleine époque de la PlayStation avec jeux ces jeux de street, quoi, ces jeux de sport street du début des années 2000, accompagnés en plus de ça par la bande son de l'époque. Ah ouais. Là, vous l'entendez pas et Non. je crois qu'il a coupé le son en réalité. Mm. Mais vous avez une partie du rock fusion de l'époque. On avait Sublime, par exemple, dans le groupe des années 90 que j'aime beaucoup. Là aussi, pareil, le chanteur a disparu trop tôt. Bref, mais vous avez donc ce jeu qui a été porté sur plein de plateformes différentes. On voit donc la PlayStation, ensuite la Game Boy Color. Ça a été repris ensuite jusqu'à la PSP encore. Enfin bref, c'est une série qui a eu une grosse longévité, les Dave Mirra. Il y en a eu plusieurs itérations et pas simplement plusieurs versions pour consoles différentes. Il y a vraiment eu des mises à Mm. jour d'une année sur Intéressant. l'autre. Une série qui a duré 10-15 ans quand même, mine de rien. Ah oui. Ah oui, quand même. Donc il fait autorité comme Tony Hawk pour le skate. Et puis, je crois que je t'en avais gardé un petit dernier. Oui, alors voilà. Alors, je pourrais aussi citer par exemple le jeu officiel des Jeux Olympiques de Tokyo, qui a aussi une épreuve de BMX, et ça, c'est cool de leur part. Ouais. Par contre, il y a aussi des mini-jeux de BMX dans d'autres jeux. Ouais, tout à fait. Et le plus célèbre, c'est pas le seul. Mais la série la plus célèbre en la matière, c'est celle des GTA. Jusqu'à ce que même carrément, dans GTA V, ça n'ait même plus de sens en fait. Là, ce que je vous montre, c'est GTA San Andreas parce que c'est la seule montrable si vous connaissez pas la saga GTA, ou si vous connaissez relativement peu la saga GTA. Mais sinon, en fait, sur GTA V, comme en plus de ça, il y a une version online en plus, vous avez des gens qui ont tellement hacké le game, hacké le programme même d'ailleurs carrément, que en fait vous avez une épreuve de BMX donc en mini-jeu qui est simplement censé divertir et débloquer un certain nombre de succès. Eh bien, certains des joueurs en ligne, font des figures qui n'ont absolument aucun sens physiquement parlant, et vous montrer ça, ce serait relativement moche si vous ne connaissez pas GTA V. Après, si vous connaissez GTA V, c'est très drôle Mm. de voir des tricks sur le côté, à l'horizontale. Mm. Mais si vous connaissez pas, il vaut mieux que je vous montre justement, notamment, je pense, ce qui incarne le mieux ce mini-jeu de BMX dans les GTA et GTA. Vous pouvez faire votre vie de gangster tant que vous voulez, mais vous pouvez aussi, ne pas du tout Du faire tout. avancer votre quête C'est ça. principale et juste vous éclater à ce que vous savez faire au BMX pour San Andreas, c'est pas du parapente, c'est du deltaplane pour GTA V. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bref, vous avez tellement d'épreuves, c'est un monde ouvert en même temps, Ouais, c'est c'est ça. vraiment un jeu bac à sable pour C'est le coup, ça, c'est un jeu bac à un monde sable. ouvert, un bac à sable. Exactement, ouais. Il y a pas vraiment de but, si le but Non, il y a... il est lointain. Ouais. Ben, vous pouvez simplement chiller sur ce jeu qui est pour vous, globalement, qui devient pour vous un monde permanent, quoi. Mm. Exactement. Bon, ben, ça se termine plutôt pas mal, hein, notre section sur le BMX, cher Damien. Tu as d'autres choses à rajouter sur le sport? Pas grand-chose, sinon que je vous invite à aller voir. Ça, c'est par contre, ça fait vraiment partie des épreuves que je vous invite à aller voir, même si, alors à mon avis, pour la place de la Concorde, il y aura peut-être, je sais pas s'il y aura encore beaucoup de places. J'ai pas vu où en était d'ailleurs la réservation des places pour certaines de ces épreuves-là qui sont un peu moins connues justement Ouais, que les grosses épreuves qui sont déjà complets, hein, qui affichent déjà complet comme le foot, tout à fait. l'athlétisme, etc., etc. Enfin voilà. Il y a peut-être moyen d'avoir un peu plus de possibilités de regarder le BMX sur la place de la Concorde en freestyle que par exemple pour le skate qui est beaucoup plus médiatique. Donc tentez votre chance, mais surtout
Ah bah, aller à mon avis du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines parce que c'est pas forcément l'endroit où on pense aller pour regarder du BMX. À mon avis, le vélodrome lui-même sera certainement complet pour le cyclisme sur piste parce que ça a toujours du succès. Mais tentez votre chance aussi, tiens, pour regarder l'épreuve de BMX, si vous voulez voir ça en vrai. Eh ben, tentez votre chance pour Saint-Quentin-en-Yvelines parce qu'à mon avis, il y aura peut-être encore des places de libre pour voir les épreuves. Très bien, Damien, super. En tout cas, tentez votre chance effectivement pour les Jeux de Paris. Mais en tout cas, voilà une petite tour d'horizon du BMX en notre compagnie. J'espère que ça vous a plu. Cher Damien, on va passer maintenant à l'actualité sportive de la semaine. Est-ce que tu en as une, toi? Moi, j'en ai quelques-unes. Moi, j'en ai une. Vas-y, je J'en t'en ai, prie. j'en ai même plusieurs en réalité, Bah, mais il y vas-y, en je a te les une. laisse enchaîner, hein, vas-y. Eh ben, écoute, l'équipe de France de handi-basket masculin, puisqu'on parlait de handi-basket justement Dans il un y de a nos épisodes. Ouais, quelques semaines, tout voilà, à quelques fait. semaines, des mois de ça. Ouais. Ça aussi, on vous invite à regarder pour le coup les Jeux paralympiques. Il y aura beaucoup moins de gens pour aller les voir, donc les places seront beaucoup moins chères. Et on l'avait dit hein, lors de l'émission, s'il y a un sport à aller voir, franchement, selon nous, hein, en toute subjectivité, on ne va pas non plus se prendre pour ce qu'on n'est pas, hein, on n'est pas non plus des grands Hmm. consultants en sport, mais pour nous, c'est le basket fauteuil, c'est le handi-basket justement parce que c'est le sport peut-être le plus Le facile plus en facile termes à de avoir, ouais. storytelling, Hmm. de compréhension effectivement, et puis qui correspond aussi à une certaine attente qu'on Ouais, a c'est ça. justement C'est ça. autour de ça. Et vous allez voir que ça s'entrechoque entre fauteuils. Faut pas croire que que c'est gentillet. Non. Non, très clairement, c'est des bons athlètes là, il y a pas de souci, de ce point de vue-là. Bah, justement, ça tombe bien, l'équipe de France de handi-basket masculine s'est qualifiée pour les Jeux olympiques qu'elle organise chez elle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hmm. Et là où je veux aller encore plus loin dans mon propos, c'est que les dames ont, elles, justement échoué dans leur qualification. Et là se pose un problème. C'est-à-dire qu'effectivement, alors, il y a tellement d'épreuves olympiques désormais que auparavant, il était de nature à inviter, en fait, normalement, le pays Ah, organisateur de vitesse, c'est chaque tout. Olympiade ou de Hmm. Paralympiade, d'ailleurs, pour le coup, normalement, censé, est censé pouvoir aligner un athlète d'une certaine façon gratos, quoi, puisque c'est eux qui organisent. Bon, aujourd'hui, il y a tellement d'épreuves que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de le faire pour chaque épreuve. Mais enfin, quand même, tout de même, euh, là, pour le coup, les deux équipes ont dû passer par un tour de qualif. On m'avait expliqué, et c'était des gens qui sont un petit peu plus au courant que moi du monde, justement, notamment du basket fauteuil, qui me disaient que l'équipe parmi le pays organisateur, en tout cas dans le pays organisateur, l'équipe qui est le mieux classée, garçons ou filles en tout cas, voilà, on fait un classement mondial, et si les garçons sont devant les filles au classement mondial, ils sont troisième peut-être, je sais pas, ou les filles sont cinquième, eh bien les garçons, eux, ont cette wildcard, cette place gratuite pour le tournoi, et les filles doivent passer par un tournoi de qualification. Bon, si c'est le cas, évidemment, si c'est l'inverse, si c'est les filles qui sont troisième et les garçons cinquième, vous avez compris le principe. Il y en aurait, enfin, dans le meilleur des mondes, on m'expliquait qu'il y avait notamment, il était prévu que l'une des deux équipes ait droit à une wildcard. Sauf que les deux équipes ont dû jouer et disputer leur tournoi de qualification. Donc là, il y a un vrai petit problème là pour le Hmm. coup. Qu'est-ce qui a pas allé? Est-ce que dans les négociations pour l'organisation des Jeux, le comité français a merdé? Est-ce que le CIO a merdé et s'est retrouvé obligé de mettre le pays organisateur dans les tournois de qualif? Là, je trouve que c'est un vrai couac. Bravo aux garçons, il n'y a pas de souci, bien entendu, mais bah, tout de même, c'est pas normal, et il n'y a pas que le handi-basket, hein, aux Olympiades, vous avez d'autres athlètes français ou d'autres équipes de France qui sont obligés de gagner leur place dans des Jeux olympiques qu'on organise. C'est pour moi un vrai couac dans la préparation.
au-delà des couacs qu'il y a déjà effectivement, et notamment l'état de la Seine, on peut parler de beaucoup d'autres choses. Mais Mm. là, pour le coup, c'est un vrai. Enfin, là, enfin, autant pour l'état de la Seine, c'est une volonté politique de vouloir absolument organiser l'épreuve à un certain endroit. Donc, on sait d'où vient la volonté et s'il y a couac, on sait d'où viendra le couac, notamment d'une volonté qui, voilà, qui n'a pas, enfin, qui a fait qu'il n'y aura pas de plan B d'une certaine façon. Sauf que là, où est le bug? Qui a merdé là-dedans, quoi, en quelque sorte? Est-ce que c'est le CIO? Est-ce que c'est le COJO? Est-ce que c'est, voilà, qui a merdé là-dedans? Mais qui a été, enfin, on se retrouve avec des épreuves, enfin, des équipes de France qui sont obligées de jouer des tournois de qualification olympique. Et c'est pas normal, Mm. Tout à fait. selon moi. C'est pas normal. Je suis plutôt d'accord. Après, je pense que c'est dû au fait que, effectivement, le principe de base, c'est que les nations qui accueillent les Jeux Olympiques, enfin, la nation qui accueille les Jeux Olympiques puisse avoir un athlète qui représente chacune de ces disciplines, finalement. La difficulté, c'est comme tu le dis, hein, il y a des disciplines dans lesquelles la France n'est pas du tout forte, mais alors pas du tout. Et du coup, il y a parfois des négociations qui sont faites avec le CIO pour quand même en même placer un, mais peut-être que ces négociations ont foiré, comme tu le dis. C'est probablement l'hypothèse la plus probable. Tu as d'autres news ou pas, Damien, avant que j'enchaîne avec les miennes? Ok, Vas-y. bah, tu pourras commenter les miennes. Bon, Ouais. déjà, bien sûr, le Stade Toulousain, en finale de la Coupe d'Europe, pardon, de rugby, évidemment, qui ont vaincu les Harlequins, Ah, l'équipe d'Angleterre des Harlequins, dimanche dernier, 38-26. C'était pas si facile que ça. Là. Le score a l'air de montrer les Stade Toulousains facile, mais c'était pas si facile que ça. Mais les champions, enfin le quintuple champion d'Europe va affronter, comme d'habitude, je dirais, le Leinster, la province irlandaise. Ça commence à quand même un peu montrer une certaine domination de ces deux clubs au niveau du sommet européen. Le Leinster c'est la et le finale Stade arrivée, c'est Toulousain. les deux plus gros clubs en Europe. Tout à fait. C'est Voilà. les deux plus gros. Autant vous dire que c'est les deux plus structurés. Donc, j'espère qu'on va pas avoir. Alors, moi, j'espère que le Stade Toulousain sera toujours là. J'espère que le Leinster sera pas toujours là. Sinon, ça va être un petit peu ennuyeux si à chaque Coupe d'Europe, c'est toujours la même chose à finale. Juste pour info, Teddy Riner accumule le plus de points possible. Il a remporté le tournoi de Tadjikistan, Grand Chelem de Douchanbé, pardon, je sais pas comment ça se dit, Tadjik. Douchambé, en tout Douchanbé, cas en ouais. français ça se prononce Douchambé. Ouais. Et donc, grâce à ces points engrangés, il peut être tête de série lors des Jeux Olympiques de Paris, qui lui évitera un tour, ce qui aime bien, d'éviter de faire un match, ça épuisera moins. Formula One, Formula 1, avec une première victoire pour un Anglais qui a cherché sa victoire depuis très longtemps. Il s'appelle Lando Norris, qui a donc remporté le Grand Prix de Miami, qui a eu lieu C'est le surtout week-end McLaren dernier. aussi. Ouais, victoire de McLaren, victoire devant l'ogre Verstappen, qui avait Oui. quasiment tout gagné jusqu'à aujourd'hui et qui a laissé sa place et a fini second devant ensuite Charles Leclerc, le monégasque, en troisième place de ce Grand Prix. Mais bravo à Lando Norris, il est devenu le 114e vainqueur de Grand Prix depuis la création de la Formule 1. Et puis, petit mot sur le sacre en Coupe de France féminine pour le PSG, après leur déception de leur élimination face aux Lyonnaises en demi-finale de Champions League. Eh c'est elle qui emporte la Coupe de France féminine face à Montpellier en finale. Et enfin, pour votre info, la flamme olympique est arrivée aujourd'hui même à Marseille. Pour votre Oui. info, ils ont tout nettoyé. Il semblerait que le vieux port, une grosse partie de Marseille a été bien mis dans son plus beaux habits, sur son 31. J'ai mes collègues marseillais qui me raconteront ça, je pense. Et du coup, la flamme est bien arrivée en France avant son tour de France, avant d'arriver à Paris lors de la cérémonie d'ouverture. Mais sachez que voilà, la flamme est là. Il faut espérer qu'elle n'ait pas de soucis dans son voyage en France, parce qu'on connaît la Allez, si, j'en France. ai une dernière, effectivement, juste Vas-y. avant de partir. On Vas-y. parlait, c'est notre toute première émission, on parlait de lacrosse. Ouais. Et il se trouve qu'il y a deux variantes de lacrosse, un petit peu comme le BMX, on avait fait les deux, lacrosse en champ, lacrosse en salle, en outdoor ou en indoor. Eh bien, on avait expliqué que la grande ligue alors certes, les nations s'affrontent surtout en outdoor et les filles, les universitaires, c'est surtout de l'outdoor, mais la ligue professionnelle, c'est surtout du indoor. Et la ligue s'appelle la NLL, National Lacrosse League, en français National Lacrosse League. Et bah, depuis le week-end dernier, bah, c'est les playoffs.
Ce que je vous invite à faire justement, c'est de regarder du coup les résumés, parce que regarder un match en entier, si vous ne connaissez pas, peut-être que vous allez perdre le fil, j'en sais fichtrement rien, mais ou pas d'ailleurs, hein, peut-être tenter justement pour le coup, après tout, peut-être que vous voulez justement être pris dans l'ambiance, hein. Ça, c'est encore autre chose. Mais si vous voulez déjà ne serait-ce qu'avoir un petit échantillon du jeu, de la manière dont c'est raconté aussi, parce que du coup le montage fait que on va partir sur les événements marquants, donc on va vous dire ce que sont les événements marquants d'un match de lacrosse si vous ne savez pas comment ça se passe. Eh bien, regardez du coup les résumés officiels, hein, sur la chaîne officielle de la NLL. Vous avez donc, tout comme n'importe quelle épreuve, enfin, coupe chez nous, comme n'importe quel play-off chez nous, si j'ose dire, vous avez des quarts de finale, des demi-finales et une finale. Et donc le week-end dernier, c'était les quarts de finale. Le week-end prochain, ce seront les demi-finales. On est en plein dedans. Regardez un petit peu comment c'est fait, regardez un petit peu comment sont les arénas, les gens aussi, parce qu'il y a carrément toute une culture avec des supporters et tout. Mm. Bref, c'est vraiment c'est intéressant à voir si vous voulez de l'exotisme nord-américain, si j'ose dire, et sortir un petit peu de ce qu'on nous sert habituellement comme exotisme, hein, c'est-à-dire tout ce qui est grand Football classique, américain, baseball, foot américain, voilà, exactement, donc grand basketball, classique. hockey sur Voilà. glace, tout ça. Eh bien, ça, c'est exotique pour le coup. Oui, complètement. C'est vraiment, et vous avez une vraie culture, hein, qui s'est développée autour de ça. Pas grosse, évidemment, mais suffisamment pour remplir des arénas de la taille de la patinoire Charlemagne, enfin, c'est même Charlemagne est peut-être un peu petit même d'ailleurs, une sorte de mini Bercy quoi, en quelque sorte, la LDLC, voilà, mettons. Mm. Ok. Le Palais des Sports, allez à Lyon, voilà, 8 000 places, voilà. Allez. 8 Vendu, 000 places, allez, on vendu, va dire ça. C'est vendu. pas non plus le hockey sur glace avec le Centre Bell à 21 000 places, hein, faut pas déconner non plus. Donc voilà, j'aurais voulu vous dire qu'on vous réoriente vers l'épisode 1, mais le son n'était pas super dans notre premier épisode. Ah Mais merde, sinon, vous pouvez. Mais on le refera, je te promets, on Damien, le on refera refera l'épisode avec plaisir. avec un meilleur son sur le lacrosse. On refera l'épisode. Mais en tout cas, si vraiment vous supportez le son qu'on a fait, parce que c'était vraiment pas génial, si vous arrivez à suivre, on a fait un épisode sur le lacrosse, c'était l'épisode numéro 1. Ben Damien, on conclut là-dessus. Alors, ça fait une bonne transition donc, avec l'annonce qu'on voulait vous faire. Donc, ce week-end, on devrait pouvoir sortir le site web des Cool. capsules de sport et les 2 premiers sports qui seront mis en avant dans le blog. La partie blog de ce site web, c'est le lacrosse, justement. Donc, ça fera une très, très bonne, un très bon pense-bête si vous voulez suivre le lacrosse comme tu l'as évoqué. Et le sumo, ça sera les 2 premiers posts de blog, c'est nos 2 premiers épisodes. Et donc, n'hésitez pas à aller sur le site web, on vous le rappellera sur nos réseaux sociaux, etc. D'ailleurs, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, chaîne YouTube, chaîne Twitch, évidemment. Vous pouvez retrouver également ces épisodes le dimanche prochain sur YouTube, donc, et également en podcast audio sur Spotify, sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes de podcast, vous pouvez nous retrouver. En audio, cher Damien, de quoi va-t-on parler dans 2 semaines? D'aviron. Exactement. On va revenir un peu dans les sports d'eau et on parlera d'aviron conjuguant force physique, coordination, esprit d'équipe. Et on naviguera sur cette histoire fascinante de ce sport qui est connu en France, mais comme tu le dirais, méconnu, parce que tout le monde ne pratique pas l'aviron quand même. Hein. Tout le monde n'est pas. Pas assez connu. Connu, mais pas assez considéré. Méconnu, comme tu le dis. Surtout sa partie compétitive, encore une fois. Surtout, Ah encore une oui. fois, dans sa partie compétitive. Parce que la question qu'on vous posera, c'est est-ce qu'il y a des ligues? Est-ce qu'il y a des coupes du monde? Est-ce qu'il y a un circuit mondial? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Eh bien, on vous le fera découvrir dans 2 semaines. Cher Damien, merci encore une fois de m'avoir accompagné dans cet épisode. Et cher public, rendez-vous dans 2 semaines. Allez, tchuss! Merci à vous.